Bonjour, dans cette vidéo, on va compléter la partie mécanique. Voilà, on commence par le changement de référentiel, comme ça. Voilà, pour l'étude du mouvement des points matériels ou bien des corps, il faut choisir un repère. Alors, le repère choisi peut être galiléen ou non galiléen. Voilà, tous les repères en mouvement rectiligne uniforme par rapport au repère de Copernic, c'est ça, et sont supposés galiléens. Le repère de Copernic, son centre, le Soleil, et le centre des étoiles. Généralement, le repère galiléen, appelé repère absolu, et le repère non galiléen, appelé repère relatif ou lié. Et comme exemple, voilà, on considère un point matériel en mouvement. Voilà, R1, repère d'origine O1 et de base EX1, EY1 ou Z1. C'est un repère en mouvement par rapport à un repère absolu, noté R, d'origine O et de base EX, EY, EZ. Les bases sont orthonormées directes. R est un repère absolu ou fixe. R1 est un repère relatif ou lié ou mobile. Donc, R1 peut être en mouvement de translation ou en mouvement de rotation comme ça, ou bien en mouvement de translation et de rotation dans le repère fixe R. Voilà comme exemple. R, c'est un repère absolu ou bien fixe d'origine O et de base orthonormée directe EX, EY, EZ. Ça, R1 d'origine O1 et de base EX1, EY1 ou Z1. Le repère R1 en mouvement de translation. Deuxième cas, on considère que R1 en mouvement de rotation dans le repère R. Voilà, l'origine du repère R1 et R sont confondées. La base des repères R, X, EY, EZ et la base du repère R1, EX1, EY1, EZ1. Notez bien que EZ1 est égal à EZ, les deux vecteurs unitaires sont confondus, mais ça ne sont pas angles de rotation dans le plan X, O, Y. Alors, l'étude des changements de référentiel montre que pour la vitesse ou bien la loi de la composition des vitesses, donc VA de 1 par rapport à R est égal à VR de 1 par rapport à R1 plus VE de 1. Donc c'est quoi VA et c'est quoi VR et c'est quoi VE. VA appelé la vitesse absolue. Généralement, la vitesse du point M dans le référentiel R, c'est-à-dire le repère fixe, qui est égal à la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps dans le référentiel R. VR de 1 par rapport à R1, c'est-à-dire la vitesse relative du point M par rapport à R1, le repère mobile ou bien le repère relatif ou bien le repère lié, qui est égal à la dérivée du vecteur position O1M, l'origine du repère R1, OM, sur dt par rapport à R1, par rapport au référentiel relatif ou bien le référentiel mobile. Enfin, la vitesse d'entraînement notée VE de M, qui est donnée par l'expression suivante. VE de M est égal à la vitesse de l'origine du repère R1, c'est-à-dire le repère relatif ou bien repère mobile, plus oméga de R1 par rapport à R. Oméga, c'est une notation. Comme ça, on peut noter comme ça, oméga comme ça, vectoriel O1, M. L'origine du repère R1 jusqu'à M, le vecteur position. Donc, c'est quoi oméga R1? Le vecteur rotation, on peut discuter ça après. Et pour les accélérations, voilà la loi de décomposition des accélérations, gamma A
de 1 par rapport à R1 est égal à gamma R de 1 par rapport à, gamma A de 1 par rapport à R est égal à gamma R de 1 par rapport à R1 plus gamma C de M plus gamma E de M. Donc, les termes là sont ici. Donc, gamma A de 1 par rapport à R, l'accélération absolue. A, c'est A. L'accélération absolue, c'est-à-dire l'accélération du point M par rapport à R, qui est par définition égale à la dérivée de vitesse absolue dans le référentiel R. Gamma R de 1 par rapport à R1. L'accélération relative, donc tout simplement noter comme ça, gamma R, l'accélération relative, R relative de 1 par rapport à R1, qui est égale à la dérivée du vecteur vitesse relative, donc la vitesse relative par rapport à R1. Il reste gamma C de M et gamma E de M. Pour gamma E, c'est l'accélération d'entraînement calculée par l'expression suivante. Gamma E de M est égal à l'accélération de l'origine du repère R1, le repère mobile, plus la dérivée de oméga de R1 par rapport à R sur dt, vectoriel au 1M, le vecteur position, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel, oméga de R1 par rapport à R, vectoriel au 1M. Donc, pour calculer l'accélération d'entraînement, il faut calculer chaque terme. Donc, on calcule le terme 1, et le terme 2, et le terme 3. Pour le terme 3, on commence par ça. Puis, on va faire le produit vectoriel de ce vecteur-là avec la résultante du produit vectoriel ici. Pour l'accélération de Coriolis, on a gamma C de M, qui est égal à 2, fois oméga de R1 par rapport à R, vectoriel, la vitesse relative du point 1 par rapport à R1. Donc tout simplement, voilà les relations qu'on peut utiliser lors des changements de référentiel et pour le calcul des accélérations, c'est-à-dire l'accélération relative, l'accélération d'entraînement, l'accélération de Coriolis et aussi l'accélération absolue notée gamma A. Il reste oméga de R1 par rapport à R, c'est une notation comme ça. Donc, le vecteur rotation des repères R1 par rapport au repère. Donc, lorsqu'on a un mouvement de rotation du repère R1 par rapport au repère R fixe, donc, on a un vecteur de rotation. Donc, qui est égal à la dérivée de l'angle de rotation, comme ça, la dérivée de l'angle de rotation fois le vecteur unitaire de l'axe de rotation. Par exemple, dans ce cas, le mouvement de rotation autour de l'axe OZ orienté par le vecteur EZ. Donc, oméga de R1 par rapport à R est égal à la dérivée de θ par rapport à dt fois EZ qui est égal à θ point de t fois EZ. Notez la dérivée de θ fois EZ. Mais pour le cas des mouvements de translation, lorsqu'on a un mouvement de translation, on n'a pas un vecteur de rotation. Dans ce cas, oméga égale à vecteur nil. C'est ça, la dérivée d'un vecteur nil égale à vecteur nil. Et ça égale à vecteur nil. Donc, il reste gamma E égale à l'accélération de l'origine du repère R1. Mais pour l'accélération de Coriolis, on n'a pas une accélération de Coriolis parce que oméga égale à vecteur nil dans le cas des mouvements de translation. θ de t est l'angle de rotation dans le plan perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc, voilà, c'est oméga de R1 par rapport à R est égal à une constante. Sa dérivée par rapport au temps égale à vecteur nil. Donc, c'est ça, les équations générales pour calculer les accélérations et les vitesses qu'on peut utiliser lors du changement du référentiel. Et le reste de la partie cinématique. Maintenant, on passe à expliquer la partie dynamique des points. Donc, c'est quoi la dynamique des points? La dynamique des points, c'est ça. Le mouvement d'un point matériel est la conséquence de ses interactions avec les corps qui l'entourent. Pour décrire ces interactions, on fait l'appel au concept des forces. Donc, la dynamique
et l'étude des relations entre ces forces et le mouvement, c'est-à-dire la relation entre le mouvement et les forces, soit les forces en fonction de vitesse ou bien les forces en fonction des accélérations, c'est-à-dire les vecteurs qu'on a en fonction des forces. Donc la présence des forces dans la partie dynamique est obligatoire. Donc on commence par la masse et le vecteur quantité de mouvement. Donc c'est quoi la masse? La masse, normalement, est un scalaire, toujours positif, et appelé masse, noté M, tout ça. Voilà, l'unité de la masse en kilogrammes, et la masse est une grandeur extensive. Pour la quantité de mouvement, la quantité de mouvement est notée P, comme ça, P vecteur. Donc, pour une particule de masse M, animée avec une vitesse V, la quantité de mouvement est notée P, qui est égal à M fois V. Donc le vecteur quantité de mouvement, comme ça, P est égal à M fois V. Notez bien que M est un scalaire. Pour la mécanique des points, on note que M ne dépend pas de l'observateur qui reste toujours constante et ne dépend pas du temps. Le cas des solides. Pour la force, la notion de la force. Définition, la force, la grandeur vectorielle décrivant une interaction capable de produire ou de modifier un mouvement ou en cours et de créer une déformation. C'est ça la définition de la force. Pour la composition des forces, donc la résultante des forces est la somme des forces qui est appliquée sur un corps. Par exemple, si un corps voilà, si on a un ensemble de forces qui s'exercent sur un corps, voilà, la résultante des forces est égale à la somme de ces forces qui s'exercent sur le corps. Donc la résultante est la somme vectorielle des diverses forces qui s'exercent sur ce point. Pour le principe fondamental de la dynamique, on commence par la définition du référentiel galiléen. Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le mouvement d'un point isolé est rectiligne uniforme. Donc tous les repères qui ont un mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen, ce sont des référentiels galiléens. Voilà. Par exemple, le référentiel de Copernic, le référentiel géocentrique, tous les référentiels en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel de Copernic. C'est ça ce que j'ai dit maintenant. Donc, c'est ça la définition du référentiel galiléen. Donc, l'application ou bien la relation fondamentale de la dynamique est donnée dans un référentiel galiléen noté R et aussi dans un référentiel non galiléen. On commence par l'expression de la relation du principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen, qui dit comme ça. La somme des forces extérieures, c'est-à-dire les forces réelles, comme le poids, la réaction des plans, les forces qui apparaissent sur les corps, c'est-à-dire les forces réelles. La somme des forces extérieures est réelle, égale à la dérivée de la quantité de mouvement P, sur dt par rapport à R, par rapport à un référentiel donné, qui est galiléen. Donc, on remplace P par M fois dv, puisque M est constante, donc on trouve est égal à M fois dv sur dt. Donc, c'est ça la relation qu'on connaît en mécanique. C'est le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces égale à MA. La deuxième loi de Newton. MA. Donc, la somme des forces égale à M. Les forces en Newton, la masse en kilogrammes et l'accélération en mètres par seconde E carré. Dans un référentiel non galiléen, dans ce cas, il faut prendre en considération d'autres forces. Ce sont des forces d'inertie. Ces forces-là, appelées la force d'entraînement et la force de Coriolis. Mais le repère en
veut utiliser maintenant, c'est pas le repère absolu qui est fixe. On utilise maintenant un repère non fixe. C'est le repère relatif. En ce cas, au lieu de m fois gamma A, on pose ici m fois gamma relatif. Voilà. Donc la somme des forces réelles plus les forces d'inertie, c'est ça, la force d'entraînement et la force de Coriolis est égale à m fois gamma r. Avec gamma r, l'accélération relative, m la masse, F ici la force d'inertie de Coriolis, F ici est égal à moins m gamma c, F et E la force d'inertie d'entraînement, F et E d'inertie d'entraînement est égal à moins m gamma E. C'est ça. Et les forces réelles comme le poids, la réaction du plan R, force R, les forces de rappel par exemple, c'est ça. L'application du premier, ou bien les expressions des principes fondamentaux de la dynamique ou bien les relations fondamentales de la dynamique dans un référentiel galiléen R et dans un référentiel non galilien R1 ou R' par exemple. N'oubliez pas, dans le référentiel non galilien, les forces d'inertie sont toujours présentes et le calcul des forces d'inertie est calculé lorsqu'on trouve les expressions de gamma C par les expressions déjà présentées et gamma E dans les expressions déjà présentées avant, dans le changement de référentiel. Bon, maintenant, on passe à définir le travail, l'énergie cinétique et le théorème de l'énergie cinétique. On commence par le travail d'une force. Travail d'une force. Donc, travail est défini par l'expression suivante. On commence à définir le travail élémentaire. Le travail élémentaire pour un élément ou bien un déplacement élémentaire. Donc, le travail élémentaire est donné par ça. Rho W est égal à F, la force, ou bien la résultante des forces agissent sur un poids matériel, ou bien encore, fois dl, le déplacement élémentaire, comme vecteur. Mais le travail total, c'est l'intégration du point M1, c'est-à-dire le travail des forces lorsqu'un corps se déplace d'un point M1 à l'instant T1 à un autre point M2 à l'instant T2. Donc, c'est l'intégration de ça, F fois dl, ou bien la somme des travaux élémentaires. Ça, travail total égale à la somme des travaux élémentaires. On peut faire ça, l'intégration de M1 jusqu'à M2 fois F fois dl. On peut écrire ça en fonction de la vitesse. Tout le monde sait bien que la vitesse, la distance divisée par le temps. Voilà, le vecteur position. Dans ce cas, le vecteur déplacement, c'est dl divisé par dt égale à la vitesse. Donc, dl égale à v, le vecteur v fois dt. Donc, c'est ça les expressions du travail total lors des déplacements d'un point M1 vers un point M2 ou bien entre l'instant T1 et l'instant T2. L'unité de travail en joules. Donc le joule, c'est quoi le joule? Le newton fois le mètre. Notez bien que le travail est le joule, l'unité de l'énergie. Mais le travail, c'est pas une énergie, mais c'est un mode de transfert d'énergie. Par exemple, le travail de la force de pesanteur, le poids, par exemple, W égale à l'intégrale de M1, M2, P fois dl. Toujours P dirigé vers le bas et D de L vers l'axe de Z, comme ça. Donc mg fois Z1 moins Z. C'est ça l'expression finale du travail du poids, comme ça. Théorème de l'énergie cinétique. Donc maintenant, on cherche la formule de l'énergie cinétique. Donc, on a déjà, d'après la relation fondamentale de la dynamique, la somme des forces extérieures ou bien la résultante des forces est égale à m fois dv sur dt.
C'est ça l'expression déjà donnée avec F, la résultante des forces, c'est-à-dire la somme vectorielle, des forces. Voilà, le travail élémentaire au cours d'un déplacement dl s'écrit alors delta W est égal à F fois dl. Donc F, on remplace F par ça, M fois dV sur dt, et d de L par V fois dt. Donc on trouve l'expression suivante. On peut simplifier dt par dt. Donc c'est une simplification. Donc il reste quoi? Il reste M fois dV fois V. Donc par intégration, ou bien la fonction primitive, on trouve que ça, la dérivée de ça. La dérivée de 1 demi M fois V au carré. Lorsqu'on dérive V au carré, on trouve 2 fois V fois dV. Donc c'est ça l'expression qu'on a déjà. Donc égal à la dérivée d de EC. Donc c'est quoi EC? L'énergie cinétique. EC est égal à 1 demi mv au carré. Donc qui dépend, l'énergie cinétique dépend de la masse de la particule, aussi la vitesse de la particule, le module ou bien au carré de la vitesse de la particule. Donc aussi l'énergie cinétique des particules de masse m animée avec la vitesse v. Par intégration de ça, on déduit le travail total W effectué entre un instant t1 et un instant t2. Donc l'intégration de ça donne W. C'est le travail total. Et l'intégration de ça donne la variation de l'énergie cinétique. Donc l'intégration de l'instant t1, t2, donc EC2, c'est-à-dire l'énergie cinétique à l'instant t2, moins l'énergie cinétique à l'instant t1, moins EC de t1. On note EC1. Est égal à 1 demi mv2 au carré, c'est-à-dire la vitesse à la position ou bien à l'instant t2, et moins 1 demi mv1 au carré, c'est-à-dire la vitesse à l'instant t1. Ou ça, l'énergie cinétique à l'instant t2, ça, l'énergie cinétique à l'instant t1. Ça, l'expression de l'énergie cinétique à l'instant t2, et ça, l'expression de l'énergie cinétique à l'instant t1. C'est ça, le théorème de l'énergie cinétique, l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique. Entre deux instants, T1 et T2, la variation de l'énergie cinétique d'un point matériel égale au travail de la résultante des forces appliquées sur le trajet réellement parcouru au cours de cette dérive. Donc, la somme des travaux des forces exercées sur un point matériel égale la variation de l'énergie cinétique. Ça, dans un référentiel galiléen. Donc, si on utilise un référentiel non galiléen, donc la résultante des forces doit inclure les forces d'inertie, c'est-à-dire les forces d'entraînement F et C et les forces d'entraînement F et E, qui est égal à moins M gamma E, et l'autre égal à F et C égal à moins M gamma C. Voilà la somme C, la somme des travaux est positive. Le travail, on peut dire le travail est moteur. C, la somme des travaux est négative. On peut dire le travail est résistant. Voilà lorsque la résistance des forces appliquées à la particule est orthogonale au déplacement. Donc perpendiculaire au vecteur déplacement. Dans ce cas, le travail est nul parce que le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est toujours nul. Dans ce cas, le travail est nul. Donc la variation de l'énergie cinétique est égale à 0. Donc, lorsque la variation est égale à 0, on peut dire que l'énergie cinétique reste constante, ne change pas, et la vitesse ne change pas pour une particule. Force conservative et énergie potentielle et énergie mécanique. On commence par les forces conservatives et l'énergie potentielle. Donc, une force est dite conservative lorsque le travail effectué par cette force est indépendant au chemin suivi entre le point de départ et le point d'arrivée. Dans ce cas, la force F dérive d'une énergie potentielle notée
EP défini par D de EP égale à moins F fois D de L. Ce qui implique que EP est égal à moins l'intégration de F fois D de L. Donc les forces conservatives dérivent d'une énergie potentielle. Notez EP. Toutes les forces de rappel sont des forces conservatives. Par exemple, la force d'un ressort et aussi le poids est une force conservative parce que le travail de ces forces ne dépend que des positions initiales et des positions finales, c'est-à-dire ne dépend pas du chemin suivi. Comme remarque, l'énergie potentielle est toujours définie à une constante arbitraire près. Sous les différences d'énergie potentielle en une signification physique, l'énergie potentielle dépend du référentiel choisi. Comme exemple, par exemple, le poids D de EPP, c'est-à-dire l'énergie potentielle de pesanteur, est égal à moins P, on remplace F par P fois D de L, égal à moins PZ, la projection, fois D de Z, donc EPP de Z égale à mgz plus une constante. Donc la constante ça est définie par les conditions de référence, c'est-à-dire le référence choisi. Donc si Z égale à 0, EPP égale à 0, on trouve constante égale à 0. Si Z égale à une constante, donc EPP égale à 0, donc la constante égale à mg fois la constante. Donc c'est ça la constante. Donc, les méthodes pour déterminer la constante CTE. Propriété fondamentale des forces conservatives. Dans le cas où la force F est conservative, on a F fois D de L est égal à moins D de EP. Et on a aussi F fois D de L égale à delta W, c'est-à-dire le travail élémentaire. Donc, on peut trouver une relation entre l'énergie potentielle et le travail élémentaire. Il est comme ça. Delta W égale à moins D de EP. Par intégration, sur un trajet allant d'un point de départ 1 vers un autre point d'arrivée 2, on obtient W, le travail total, qui est égal à EP1 moins EP2, c'est-à-dire l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle finale. 1, le point initial, et 2, le point final. Donc, le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin suivi, il ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. L'énergie mécanique. Généralement, l'énergie mécanique est définie comme ça. Donc, il y a la somme EM, l'énergie mécanique, la somme de l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle. À chaque instant, EM égale à EC plus EP. Ou bien à chaque point, EM, l'énergie mécanique, égale à la somme entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Pour une force conservative, nous avons montré que la somme des travaux, ou bien le travail total, égale à la variation de l'énergie potentielle. Donc, est égal à EP initial moins EP final. Entre deux positions 1 et 2, le déplacement du point 1 vers 2. Égal à EC, la variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire EC final moins EC initial. Donc, ça, dans les diapos précédents. Donc, on peut ajouter ça, et aussi dans ce côté-là, et ça dans ce côté-là. On trouve EC1 plus EP1 est égal à EC2 plus EP2. Donc c'est ça l'expression de l'énergie mécanique. Au point 1. Donc on trouve EM1. Et ça l'expression de l'énergie mécanique au point 2. Donc d'après ça, on observe que l'énergie mécanique au point 1 égale à l'énergie mécanique au point 2 est égale à une constante. On peut dire que l'énergie mécanique se conserve dans ce cas. Donc l'énergie mécanique d'une particule
soumise à une force conservative se conserve, c'est-à-dire reste constante au cours des mouvements. Pour l'autre cas, pour une force non conservative ou bien dissipative. Une force est dite non conservative ou dissipative, notez D, dissipative, c'est le travail de cette force entre deux points A et B de l'espace dépend des chemins suivis. Donc, dépend du chemin suivi. Ne dépend pas des positions initiales et des positions finales pour une force non conservative. Par exemple, la réaction du plomb ou bien les forces de frottement. L'application du théorème de l'énergie cinétique au cours des déplacements d'une particule conduit à. Donc, la somme des travaux égale à la variation de l'énergie cinétique. Donc, la somme des travaux égale à l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale égale les travaux des forces conservatives plus les travaux des forces non conservatives ou bien dissipatives. Noté D. C noté conservatif. Donc, on a WC, c'est-à-dire les travaux des forces conservatives, égale à la variation de l'énergie potentielle. C'est-à-dire EP, l'énergie potentielle initiale, moins l'énergie potentielle finale, lors d'un déplacement du point 1 vers le point 2. C'est ça le point initial, c'est ça le point final. De même pour ça, le travail ou bien le travail total, on trouve que EC2 moins EC1 qui est égal ça, qui est égal à ça, EP1 moins EP2, c'est-à-dire ça, c'est ça, et WC égale à EP1 moins EP2, et on laisse ça WD, le travail des forces dissipatives. Donc, le travail dissipatif, ou bien les forces non conservatives, est égal à EC2 plus EP2 moins EC1 moins EP1. L'addition des deux termes, ça et ça, et ça et ça, on sort le moins ici, donc on trouve WD, c'est-à-dire les forces dissipatives, le travail des forces dissipatives, est égal à l'énergie mécanique au point final, M2, 2, moins l'énergie mécanique au point initial, c'est-à-dire au point 1, lors d'un déplacement du point 1 vers le point 2. Donc, généralement, le travail des forces non conservatives ou bien dissipatives est toujours négatif. Donc, la variation de l'énergie mécanique dans ce cas est négative. Donc, lorsque la variation est négative, donc l'énergie mécanique est diminuée au cours du temps. Donc, il y a une perte d'énergie. Donc, et l'énergie mécanique ne conserve pas, alors la perte d'énergie mécanique est mesurée par le travail des forces dissipatives. Voilà, jusqu'à là, on a terminé.